Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette dernière table ronde de la matinée intitulée « Histoire mondiale et conflictualité politique » qui s'inscrit dans la continuité de nos débats d'hier et plus encore de la conférence que vient de prononcer Zrinka Staujak. Pour ne pas perdre trop de temps, je dirais très simplement que le but ici est de discuter et réfléchir avec nos 4 intervenants à la question des effets et usages politiques des histoires mondiales des nations, peut-être au moins dans 2 dimensions, même s'il y en aura plus. La première, c'est de s'interroger sur la manière dont elles analysent, étudient et restituent l'histoire de la conflictualité politique des entités considérées. Quelle est la place aussi de ces dimensions dans la manière d'écrire une histoire mondiale des nations? Et puis, la deuxième dimension, c'est celle des effets proprement politiques créés par ces mises en narration, effets de réception, effets de politisation, qui sont plus ou moins saillants ou aigus selon les pays. On a parlé hier, bien sûr, des réceptions et controverses ouvertes en France. Et une des interrogations qu'on avait aussi, c'est de réfléchir à la comparaison entre les diverses histoires mondiales des nations, sachant que tout cela dépend aussi de la manière dont les savoirs se connectent ou pas à l'espace public, à l'espace médiatique et aux acteurs publics et sociaux. Mais il y a aussi des effets en termes d'appropriation de différents groupes. Et donc, dans le contexte actuel de très fortes tensions globales autour de l'espace public, de la liberté académique et des formes démocratiques et de l'état de droit, bien sûr, on sait que dans tous les pays, l'histoire de l'écriture de l'histoire de la ou des nations est un enjeu politique majeur que l'on va aborder sous plusieurs thèmes, notamment celui de la question des origines, toujours centrale, celui de la question de la place de la violence dans l'histoire et la mémoire des sociétés contemporaines. On s'intéressera aussi à des questions de souveraineté et d'émancipation. Peut-on, à travers la mise en récit de son histoire, se réapproprier un destin collectif dans des cadres nationaux, impériaux, post-impériaux? Et puis, plus fondamentalement, ces mises en narration, elles touchent à une histoire de la liberté, de la dignité. Et je pense que c'est aussi un point qui sera abordé dans les interventions. Je ne vais pas, dans un premier temps, vous présenter l'ensemble des intervenants pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Et dans la mesure où il a l'habitude de fouiller le sous-sol, je commencerai par notre explorateur du jour, Jean-Paul Demoule, archéologue, professeur émérite à l'Université Paris 1, bien connu pour les nombreux ouvrages qu'il a publiés, dont le dernier que je cite, avec un titre explicite et central pour notre conférence, « La France éternelle, une enquête archéologique parue à la Fabrique en 2005. » Donc Jean-Paul, je vous cède la parole pour à peu près 8-10 minutes. Et puis ensuite, je vous présenterai nos autres intervenants. Merci beaucoup. Oui, effectivement, l'archéologie, elle couvre à peu près 99% de l'histoire humaine, mais elle a des fois du mal à être reconnue par les historiens, les fameux rendez-vous de l'histoire de Blois, qui existe depuis plus de 40 ans. L'archéologie n'y est présente que depuis une douzaine d'années, et c'est un des grands mérites parmi d'autres innombrables de l'histoire mondiale de la France, de commencer effectivement par un certain nombre de chapitres archéologiques, même si ce n'est pas encore la France il y a 40 000 ans, du moins de montrer quelles sont nos sources de données. Et de même, la préhistoire en particulier est régulièrement absente des programmes scolaires. On l'a brièvement évoqué avec Olivier Jandot et Joël Hazard tout à l'heure. C'était même complètement disparu par l'arrêté de 2008 qui disait on commence avec les grandes civilisations, ce qui évidemment était lourdement idéologique. Alors effectivement,
le rapport des nations avec leur archéologie nationale est tout sauf innocent, mais est très variable suivant les pays. Ce qui caractérise la France, c'est que l'histoire de France commence par 3 défaites successives. C'est la défaite d'Alésia, d'abord, face aux Romains. Les Romains, ensuite, vont être supplantés par les Francs qui déboulent du Nord, et les Francs vont disparaître culturellement, puisque je suis en train de parler français, mais comme vous savez, c'est du latin un peu dégénéré. Et il y a des tas de pays qui commencent par des victoires. Les Allemands, le Germain Arminius écrase en l'an 9 de notre ère les armées de l'empereur Auguste. Les Américains, les États-Unis commencent avec la cloche de l'indépendance avec Philadelphie. Les pays où il y a des défaites fondatrices, c'est toujours un peu plus complexe. La Serbie, avec la défaite du Champ des Merles à Kosovo, Polier en 1389, eh bien, ça reste sont complètement piégés dans cette histoire, dans le rapport notamment avec le Kosovo. Israël, même si ça commence avec la création du monde par Dieu, néanmoins la défaite de Masada, la prise de Masada par les Romains est quelque chose de fondamental, et les jeunes recrues vont jurer en haut de cette place forte: Masada ne tombera pas une deuxième fois. Et les jeunes recrues grecs avaient, je ne sais plus où ça en est maintenant, mais pendant longtemps, allaient jurer aux Thermopyles face aux Perses, c'est-à-dire aux Turcs actuels. Et donc, les racines archéologiques de la France, normalement, on devrait les trouver dans le grand musée national au centre de la capitale, comme il y en a dans toutes les capitales du monde. Eh bien, si vous allez au musée du Louvre, vous ne trouverez que l'Orient, la Grèce et Rome, car c'est les véritables racines culturelles des élites françaises fondées dès la Renaissance sur les langues anciennes, etc. Alors il y a bien un musée d'archéologie nationale, mais il faut aller à Saint-Germain-en-Laye, où personne ne va. Il y a 100 à 200 000 visiteurs contre les 10 millions du Louvre. C'est un musée magnifique, des collections extrêmement riches, mais effectivement, ça n'a jamais fait partie des grands travaux présidentiels qui sont une des institutions fondamentales de la Ve République. Récemment, l'ancienne directrice du Louvre s'est plainte qu'il lui manquait 600 millions dans son budget, et tout de suite on s'est précipité pour lui dire mais bien sûr, alors que Saint-Germain-en-Laye, 1 ou 2 millions, il serait extrêmement heureux, enfin la directrice actuelle, avec si peu d'argent. Et ça a donc été très concrètement aussi dans le rapport à l'archéologie, c'est-à-dire que la France fonde en 1846 l'école française d'Athènes, qui est le plus vieil institut archéologique du monde, et il faut attendre 1941 pour qu'il y ait l'obligation d'une autorisation avant de fouiller. Avant, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, et il faut attendre 2001 pour créer l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui va faire l'essentiel des fouilles avant les grands travaux, c'est-à-dire 90% à peu près des fouilles en France. Il faut attendre 2016 pour que le sous-sol archéologique soit propriété publique. Avant, c'était la propriété du propriétaire du terrain et du découvreur, alors que c'est pas le cas dans la plupart des pays du monde. Et le paradoxe, c'est que vous entendez beaucoup d'hommes politiques dire on ne magnifie pas assez notre glorieux passé, notamment scolaire, mais ce sont les mêmes hommes en général et femmes de droite qui vont, comme Rachida Dati, ministre de la Culture et de l'Archéologie, disant il y a 2 ans, aux archéologues, il ne faut pas faire des trous pour le plaisir de faire des trous. C'est le député Éric Ciotti qui va faire interdire des projets de fouilles préventives dans la vallée de la Vésubie, en disant que c'est, alors que ça allait remuer effectivement énormément de terre, en disant que c'est des technocrates
découplé de la réalité, etc. Alors, on pourrait en discuter pour d'autres pays, mais ces paradoxes ne concernent pas que la France. Par exemple, en Hongrie, on avait monté un institut ressemblant à l'INRAP il y a quelques années, et quand Orban est arrivé au pouvoir, alors que il est extrêmement nationaliste, il a fait annuler tout ça, réduit, plafonner le coût et la durée des fouilles préventives, etc. Sans parler de la situation dans les pays sous-développés, qui sont des pays effectivement sans moyens, donc la situation est catastrophique. Et aux États-Unis, comme le passé archéologique, même s'il y a maintenant une archéologie de la période coloniale, comme le passé des Amérindiens, effectivement, c'est l'inconscient d'un génocide. Eh bien, il y a certains États, certaines des régions où on peut faire ce qu'on veut du moment qu'on est chez soi. Voilà. Donc, je ne vais pas. Je n'ai pas dépassé 8 minutes, je les ai peut-être dépassées, non? Bon, voilà. Non, mais c'est pas grave, je prends quand même à ce point-là. D'accord. Donc, elles seront redistribuées plus tard. Je garde ces 2 minutes. Merci beaucoup, Jean-Paul. On va rester sur le terrain archéologique, mais changer de région et d'approche avec Abès Zouache, qu'on est ravi d'accueillir, qui est directeur des études à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, qui a beaucoup travaillé dans la région proche-orientale, qui a été en poste au Yémen et à d'autres endroits également, et qui est un grand spécialiste de l'histoire du Proche-Orient médiéval, et en particulier de la question de l'anthropologie de la guerre à cette époque-là. Son dernier ouvrage porte sur la croisade, une histoire partagée, et s'interroge sur la très longue durée, sur les liens complexes et enchevêtrés entre histoire et mémoire autour de ce moment de la croisade. Et l'intérêt de la présence parmi nous d'Abès aussi, de réfléchir à une région qui a connu et qui continue de connaître d'intenses transformations territoriales, frontalières, une conflictualité qui aujourd'hui est le point central à l'échelle globale. C'est pas entièrement récent, et donc on sait bien sûr aussi que ça a d'importantes implications pour la manière de raconter et de dire l'histoire dans cette région. Donc merci, et c'est à vous. Merci Nicolas, et bonjour à tous. Oui, donc mon champ de recherche, c'est l'Orient arabe, où j'ai la chance de travailler, de vivre, sur lequel donc je travaille sur l'Orient arabe, mais aussi depuis l'Orient arabe. Et je voudrais dire quelques mots justement aujourd'hui sur les formes de l'histoire, les formes d'histoire finalement qui ont cours dans ces pays-là, la façon dont on raconte l'histoire dans les universités, en Égypte, mais pas seulement en Égypte où je vis actuellement, mais aussi au Koweït, au Yémen, en Oman, où j'ai travaillé longuement il y a quelques années. Et pour mettre en lumière les tensions finalement entre les différentes façons d'appréhender cette histoire des nations qui peuvent émerger dans les milieux intellectuels et universitaires de l'Orient arabe. Alors il faut penser d'abord que je parle quand même d'un monde dominé et je dirais d'une certaine manière désemparé de longue date, au moins économiquement et politiquement. Un monde aux frontières, vous le savez, largement dessiné par l'Europe coloniale dont il a été question tout à l'heure au XIXe et au XXe siècle, et des frontières qui sont si incertaines qu'elles sont justement un enjeu politique global, international. Là aussi, vous le savez. L'histoire y constitue donc un enjeu non négligeable pour les tenants du pouvoir, les différents pouvoirs, et elle y fait l'objet d'une attention, voire d'une surveillance permanente de la part de l'État, même si les alternatives qui sont proposées aux romans nationaux promus finalement par l'État n'y apparaissent comme depuis quelques années très largement démonétisées.
Mais je reviendrai sur ce point. Il faut penser aussi que donc l'Orient arabe, le Proche-Orient plus particulièrement, où je travaille, donc connaît une recomposition territoriale et politique majeure, importante depuis un demi-siècle, avec une accélération selon des époques. Et là, nous vivons actuellement une de ces reconfigurations, appelées par les politistes volontiers reconfiguration stratégique, avec différents outils qui sont utilisés dans le cadre de cette reconfiguration et qui sont en marche, dont la guerre est celui le plus apparent, mais la diplomatie, les tensions économiques, etc., etc. Pour revenir aux historiennes et aux historiens qui travaillent donc dans ces pays, ces éléments de contexte sont importants, je crois, pour bien comprendre quelles sont leurs conditions de travail. Et exercer son métier, faire profession d'historien à l'université est assez difficile, en particulier, sauf exception, lorsque on travaille par exemple dans des pays du Golfe, dans la péninsule arabique. Donc des conditions de travail assez difficiles qui sont déterminantes finalement dans la production qu'il propose et qui est publiée. Les praticiens de l'histoire, pour autant, me semblent justement... Alors, il est difficile, bien sûr, de faire le pas de côté, cher à Michel de Certeau, vis-à-vis des institutions qui les emploient, mais il me semble qu'il trouve différentes manières, justement, pour continuer à exister sur le plan du débat, dans le débat politique et intellectuel, et pour proposer différentes visions, différentes façons d'appréhender leur propre histoire. Cela étant dit, la forme d'écriture de l'histoire la plus diffusée tient, je crois, de ce que l'on appelle ici le roman national, donc une forme d'histoire-mémoire, une histoire effectivement, sinon fermée sur elle-même, mais en tout cas qui met l'accent sur les spécificités, les apports de grandes figures nationales dans la construction des pays. Mais de ce constat, il ne faut pas conclure qu'un seul roman national s'est imposé. La concurrence est assez vive, elle continue à l'être. Elle a été très vive à partir des années 1970 jusqu'aux années 2010, avec différentes formes de romans nationaux. Grosso modo, si l'on doit en opposer deux, c'est avec les tensions qui ont opposé donc les tenants de l'islamisme politique faisant de l'histoire, enfin le roman qu'il mettait en avant, c'est celui qui met l'islam finalement, ou alors la dimension religieuse au centre finalement comme point nodal de tout phénomène historique, et ceux qui sont plus courants, qu'on trouve plus facilement chez les éditeurs, donc qui relèvent d'une histoire nationale défendue par l'État, avec un certain nombre d'individus qui vont être mis en valeur. Bon, sur le plan médiéval, par exemple, dans le domaine médiéval, on va insister sur le rôle de grandes figures comme Saladin, Baybars, qui, en faisant peu ou prou le lien avec de grandes figures nationales actuelles, ou en tout cas du passé récent. Cette dernière tendance de l'historiographie dans les pays de l'Orient arabe a été marquée en Égypte ou en Syrie avant sa dislocation, mais aussi très largement dans les pays du Golfe, où les historiens se sont vus assez largement assigner la fonction finalement de participer, en tout cas de travailler à la construction identitaire, à l'écriture d'un roman national, en pensant ce qui était d'autant plus important dans des pays finalement récemment créés et qui comme je le dis souvent, sont dans une situation de construction permanente de leur identité. Pour autant, cela ne signifie pas
que cette forme d'histoire, en tout cas ce rôle assigné aux historiens, les a conduits forcément à se refermer ou à proposer une histoire fermée, comme tend à le montrer d'ailleurs un exemple lorsque j'étais directeur du Centre français de la recherche de la péninsule arabique, donc, qui était le centre basé au Yémen que nous avons déplacé entre 2017 et 2021 au Koweït. Donc nous avons impulsé avec un certain nombre de collègues et avec l'accord, voire même vraiment, nous étions poussés en cela par Ali El-Youha, qui était secrétaire général du secrétariat d'État à la culture, le National Council. Enfin, ce n'est pas très important tout cela, mais en tout cas il nous poussait, il était très enthousiaste pour que nous écrivions, que nous impulsions plutôt une histoire globale du Koweït qui est très peu connue, très peu diffusée. Donc nous avons pu rédiger, en tout cas les auteurs sont Philippe Petria et Julie Bonnery, et qui au contraire justement met l'accent, histoire globale qui était destinée justement à, je l'ai entendu tout à l'heure, à être diffusée dans les milieux scolaires et universitaires, de manière à proposer une autre vision, une vision d'un pays aussi très connecté, avec une histoire mettant l'accent sur les échanges donc culturels, politiques, et les échanges de toutes sortes. Cette histoire, finalement, donc, a été publiée en 2022 et aujourd'hui est enseignée, et est un exemple parmi d'autres, finalement, de cette ouverture permanente et de l'influence de l'histoire mondiale des nations dont il est question lors de ce colloque. Mais cela ne signifie pas que, là encore, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une vision assez... faire attention à ne pas être trop globalisant. Cela ne signifie pas que les tensions que j'évoquais tout à l'heure ne sont pas aussi prégnantes dans d'autres champs, et l'histoire de la croisade qui a été évoquée tout à l'heure est un autre exemple, et je vais terminer sur cet exemple. L'histoire de la croisade, en fait, c'est une sorte de cas d'école, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'en Europe, aux États-Unis et aussi dans le monde arabe, c'est une histoire sensible, en tout cas perçue comme telle, qui véhicule des enjeux idéologiques et politiques très forts, et qui conduit justement à différentes façons de l'écrire à s'opposer. Et au-delà du secrétaire d'État à la guerre américain, dont chacun connaît les excès et qui est souvent présenté comme un homme de croisade, un homme qui mène une croisade, eh bien en Orient, les historiennes et les historiens, mais aussi au-delà du champ finalement universitaire, eh bien la croisade peut être perçue et être considérée comme un enjeu sur lequel, à partir duquel on va décliner en tout cas donc une hostilité vis-à-vis de la façon dont les Européens justement se sont imposés au Proche-Orient entre la fin du XIe siècle et la fin du XIIIe siècle. Ce n'est pas les versions qui s'opposent et la vision de l'histoire des croisades qui s'impose. Ce n'est pas forcément celle de la conflictualité, mais la plupart du temps, celle qui domine, c'est évidemment celle qui présente les Européens comme des colonisateurs patentés, ou en tout cas les héritiers, les précurseurs finalement des colonisateurs qui se sont imposés dans la région aussi au XIXe et au XXe siècle. Merci beaucoup, Abbès. Je vais vous inviter à repartir plus à l'ouest, à repasser par la France, mais aller aux Antilles avec Audrey Célestine pour réfléchir à la question des identités, des origines, mais aussi des solidarités nationales et postcoloniales dans le cadre de l'histoire française. Audrey Célestine est associate professeure à New York University et membre de l'Institute of French Studies. Elle a une double formation en sciences politiques et histoire et a publié 2 livres qui sont parfaitement au cœur de nos réflexions. Le premier intitulé « La fabrique des identités » chez Cartala
qui était une histoire comparée des migrations de portoricains à New York et d'antillais caribéens à Paris. Et puis, la même année, un livre intitulé « Une famille française des Antilles à Dunkerque en passant par l'Algérie » chez Textuel, qui rejoignait les questions de méthode et de, on pourrait dire, d'histoire croisée et de circulation qu'on abordait hier dans la table ronde sur les liens entre l'histoire sociale et ces histoires plus larges des nations. Et je sais qu'aujourd'hui, Audrey va se concentrer notamment sur des connexions, circulation, solidarité, génératrices aussi de revendications et de mouvements de revendications nationales entre l'Afrique décolonisée et les Antilles, quelque part dans les années 1970. Tout à fait, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je dois avouer qu'hier, pendant les échanges, je me prenais à arriver à une histoire mondiale de la Martinique, bon, qui n'est pas encore un projet en chantier. Malgré tout, je me suis dit que pour pouvoir rentrer dans un certain nombre de dimensions, notamment celle de la conflictualité qui nous occupe aujourd'hui, que je pouvais peut-être, à minima, ajouter une date. Alors, est-ce qu'elle fera partie de cette future histoire mondiale de la Martinique ou fera-t-elle partie d'une future édition de l'histoire mondiale de la France? C'est à voir. Mais en tout cas, la date, c'est 1976 et le titre provisoire serait « L'heure de nous-mêmes a sonné », Léopold Sédar Senghor en visite en Martinique. Et en effet, en février 1976, la ville de Fort-de-France, sous la houlette de son maire Aimé Césaire, accueille une semaine sénégalaise en Martinique. Pendant cette semaine, le point d'orgue de cette semaine est la visite du président Senghor, donc première visite d'un président d'un pays africain indépendant aux Antilles. Et Senghor ne vient pas seul, il vient avec 150 artistes qui arrivent quelques jours avant lui et qui sont littéralement déployés dans les rues de Fort-de-France pour aller à la rencontre de la population qui doit ainsi faire la découverte de l'Afrique, le Sénégal devenant pour le coup l'Afrique, mais le Sénégal lui-même, son passé, son présent. Tout en découvrant certains aspects, certaines dimensions de ce mouvement de la négritude, forgé notamment par Césaire et Senghor, qui se sont rencontrés plusieurs décennies plus tôt sur les bancs du lycée Louis-le-Grand. Alors, de fait, cette visite de Senghor et de façon générale, les enjeux qui sont liés à la politique culturelle très ambitieuse d'Aimé Césaire dans la ville de Fort-de-France et dont voilà, cette semaine sénégalaise est l'une des importantes manifestations dans le milieu des années 70, c'est en fait un point d'entrée extrêmement fructueux dans la question de la conflictualité aux Antilles, enjeu qui continue d'occuper très largement voilà, l'espace public, les discussions politiques dans la Martinique contemporaine, au niveau très local, mais aussi dans la relation avec la France hexagonale. Et c'est vraiment une porte d'entrée qui permet de poser la question de la conflictualité politique de la Martinique, mais également l'enjeu de la définition d'une identité martiniquaise. Ce terme commence à circuler de façon un peu plus importante, alors même que se développent des mouvements nationalistes, indépendantistes en Martinique, comme dans d'autres territoires dits d'outre-mer. C'est intéressant pour trois dimensions particulières. Alors on revient aussi à la question des échelles dont on parlait hier, mais ça me semble un point d'entrée important pour trois raisons. D'une part, à cause des réactions suscitées par cette visite, à la fois dans la gauche et dans la droite locale, qui sont particulièrement intéressantes. Ça pose également la question du rapport de ce département d'outre-mer à la France, à l'État français, à cette période-là. Puis, et ce sera mon troisième point, cela montre également la volonté, en dépit de cette relation extrêmement serrée, la Martinique est à ce moment-là un département français, les relations que Césaire essaye d'établir au-delà du face-à-face avec la France hexagonale, en développant un certain nombre de liens avec un certain nombre d'espaces, de territoires, de pays, de ce qu'il appelle les mondes noirs ou la diaspora africaine. Alors très vite, les réactions locales à la visite, elles sont particulièrement intéressantes. D'emblée, le Parti progressiste martiniquais, parti autonomiste et pas nationaliste, créé par Césaire dans les années 50 quand il part du
Parti communiste, et évidemment écrit tout un tas dans la revue Le Progressiste, tout un tas d'articles dithyrambiques sur cette visite. C'est absolument extraordinaire. Et dans l'un des numéros du Progressiste de février 1976, on peut lire la transcription intégrale du discours du docteur Pierre Aliquer, compagnon de route de Césaire, qui est intitulé « À nos frères africains, le message de notre peuple », dans lequel Aliquer insiste sur le rôle essentiel de la culture en politique, l'importance du développement économique et dénonce le poison de l'assimilation culturelle à la France. Le Sénégal est présenté comme un modèle de développement culturel et économique et il évoque clairement la nécessité pour les Martiniquais, cependant, de trouver leur propre identité et de ne pas être dans l'imitation du Sénégal. C'est aux Martiniquais de trouver leur voie. Et cette volonté de rupture avec la notion d'imitation, imitation de la France et la tentation de l'imitation du Sénégal, elle est omniprésente dans tous les documents qui sont produits par cette politique. Les Martiniquais doivent inventer qui ils sont. C'est vraiment un enjeu extrêmement important à ce moment-là. Plus étonnante est la réaction de la droite locale qui est extrêmement opposée à Césaire, qui est un autonomiste, qui est un ancien communiste, en tout cas un ancien membre du Parti communiste. C'est peut-être une question de savoir est-ce que Césaire a jamais été communiste. Et en fait, la réaction de la droite locale, elle est extrêmement favorable de façon vraiment très étonnante. Elle est favorable parce que le Sénégal, c'est un modèle de développement économique, c'est la potentialité de relations économiques avec l'Afrique de l'Ouest pour les entreprises de la Martinique, et puis quand même Senghor, cet amour de la langue française, c'est quand même absolument admirable. C'est un modèle aussi avec cette négritude qui n'est pas un ghetto, et donc là implicitement on voit la référence à ce que serait la négritude de Césaire, mais la négritude de Senghor qui appelle au métissage, elle, c'est une négritude non ghetto qui est compatible du coup avec l'amour de la France, qui sont voilà certains des piliers importants de la droite départementaliste martiniquaise de la période. En revanche, un certain nombre d'acteurs locaux s'opposent très fortement à cette visite, en particulier la gauche locale et la gauche de Césaire. Le Parti communiste, le groupe Révolution socialiste, qui est en fait l'antenne locale de la 4e internationale et qui publie un certain nombre de textes, de pamphlets, avec notamment l'un de ces pamphlets qui a quand même un titre absolument délicieux qui est « La rime et la trique », pour dénoncer le fait que le président poète fait preuve de répression syndicale au Sénégal, et puis qu'en plus, qu'est-ce que c'est que ce chantre de la négritude, une négritude compatible avec le régime autoritaire de Duvalier en Haïti, où Senghor doit se rendre après sa visite de la Martinique puis de la Guadeloupe. Et donc on a voilà, un certain nombre de critiques extrêmement fortes également, et donc multiplication de pamphlets au moment de cette visite, mais là encore, Césaire est épargné. On ne parle pas de lui, on ne parle que de Senghor. Un autre point, donc c'est mon deuxième point qui sera beaucoup plus court, c'est ce que ça dit du rapport à l'État. Au milieu des années 70, les relations entre Aimé Césaire, maire d'une commune, certes 200 000 habitants, ce qui n'est pas rien pour un territoire comme la Martinique, mais qui n'est que le maire d'une ville, c'est qu'il reçoit certes son grand ami Léopold Sédar Senghor, mais Léopold Sédar Senghor est président. C'est un président, c'est un chef d'État. Or, quand un chef d'État se déplace dans un département français, il y a quand même une question de protocole. Et donc cette visite, même si elle est d'abord annoncée comme une visite privée, elle pose quand même un certain nombre de problèmes au préfet qui d'abord s'y oppose, et puis finalement dit « Non, mais c'est moi qui vais l'accueillir, parce que c'est quand même moi qui représente l'État ici ». Le compromis trouvé, c'est qu'ils l'accueillent tous les deux à l'aéroport, et qu'après l'avoir accueilli, Césaire s'éclipse pour préparer la soirée à la mairie de Fort-de-France, parce que c'est en tant que maire qu'il va accueillir Senghor à Fort-de-France, et ainsi le préfet peut passer en revue les armées avec le président Senghor. Et donc, ne serait-ce que ce petit moment de flottement et la résolution du conflit par cette forme de compromis dit aussi beaucoup de choses de la question du rapport à l'État à un moment où le préfet étant celui qui valide les comptes municipaux au milieu des années 70 est en conflit permanent avec Aimé Césaire qui est politiquement relativement isolé à ce moment-là en Martinique et à Fort-de-France. Et puis, une autre résolution, c'est une forme de garde partagée, puisque si Senghor a le droit de passer ses journées avec Césaire, en revanche, il dort à la résidence préfectorale.
Enfin, le troisième point que j'aborderai extrêmement rapidement, c'est cette sortie du face-à-face avec la France, qui est intéressant, et je pense que justement cette question du jeu d'échelle et ce que permet, en fait, les inspirations qu'on peut avoir en lisant l'histoire mondiale de la France, qu'on a envie d'aller regarder justement à partir de cette entrée par les dates, mais finalement ce que ça raconte aussi, au-delà de ces questions de protocole, de rapport avec la France, de tension avec la France, c'est cette volonté qu'a Césaire d'aller chercher aussi des interlocuteurs, des inspirations pour ce travail d'invention auquel il s'attelle, au-delà de ce seul face-à-face avec la France, en allant, du coup, en mobilisant un réseau absolument incroyable qu'il a, parce que c'est un grand intellectuel, extrêmement respecté, au-delà même de la France, alors évidemment avec Senghor, son grand ami, mais en mettant en place cette politique de fierté identitaire, on pourrait presque dire en anglais de Black Pride, c'est quand même très étrange dans un territoire français dans les années 70, mais en convoquant des artistes africains, des artistes afro-péruviens, cubains, états-uniens, à venir en Martinique, à venir rencontrer la Martinique et les Martiniquais pour pouvoir confronter les Martiniquais à la diversité des mondes noirs, en thématisant le Festival culturel de Fort-de-France à partir de l'ensemble des luttes anticoloniales de la période, l'Angola, les émeutes à Atlanta à la fin des années 70, en invitant des gens comme Coretta Scott King et en se mobilisant sur la question de l'apartheid, et en finalement offrant comme outil d'émancipation à la fois individuelle et collective aux Martiniquais de ces années 70, une confrontation à un monde qui n'est pas que la France hexagonale et sa relation avec la France hexagonale. Et donc j'ai une conclusion que je ne dirai pas, mais on pourra peut-être en parler dans la discussion parce que j'ai été trop longue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Audrey. Et je vais passer la parole à Balint Varga, notre collègue qui nous fait l'amitié d'être parmi nous, qui vient de l'Université de Graz en Autriche, où il est lectureur, qui est un grand spécialiste de l'histoire du nationalisme magyar, hongrois, dans l'espace habsbourgeois et post-habsbourgeois en Europe centrale. Il a notamment publié une monographie sur ce sujet qui s'intitule « The Monumental Nation ». C'était votre première monographie. Et si on l'a invité, c'est aussi parce qu'il a été l'un des co-éditeurs d'une histoire globale de la Hongrie, dont je ne prononce pas le titre en langue originale, paru en 2024, et ça nous intéresse bien sûr comme geste historiographique, réflexion savante, mais aussi par le contexte dans lequel ce livre a été écrit et publié, à une époque où Viktor Orban était encore au pouvoir, avant l'arrivée récente, à la suite des élections, de Peter Magyar, et on était très intéressés de vous entendre, Balint, sur la réception politique de ce livre. Je précise que Balint interviendra en anglais et prendra des questions dans la langue que vous souhaitez et que je pourrais, si besoin, m'efforcer de traduire. Merci beaucoup, Balint. Thank you. In fact, yes, I will talk in English because you don't deserve to suffer from my very rusty French. So, I represent here a book project. You can see the cover, the bottom row, second right, which is the global history of Hungary. In fact, an English edition will come out next year, so then you don't have to struggle with the Hungarian pronunciation. So, this is a project which is an outlier, which is quite different from the other projects for three reasons at least. The first reason is that Hungary never had colonies. There was no colony over which the tricolor of Hungary ever flew. Hungary has, of course, an entangled history with the colonial world. This is one of the topics I'm working on with several other colleagues, but formally, Hungary was never a colonizer, unlike all the other countries which you see on the slide. Second, Hungary never belonged to the economic or political core of Europe. For most of its history, it was rather periphery. For a few periods, like in the late Middle Ages or around 1900, it came closer to the economic and political core of Europe, but it was actually never a very central player, unlike all the other countries and regions which you see on the slide. The third exception is that this book was produced in the context of an illiberal autocratic regime. Just a very short clarification.
how this regime actually worked and what characteristics it had, it is still debatable. Political scientists have not settled the proper terms for that, so there are a variety of terms how to call this regime. Now, for the sake of simplicity, I will talk about illiberalism, and when I use the word liberal, I don't mean it in a very narrow meaning like the German Free Democrats, a very irrelevant party in Germany, but in a very broad sense as a counter-concept to illiberal. Therefore, don't take it in a very narrow sense. So the book was produced between 2021 and 2023. That was the peak of the illiberal Orban regime. At that time, no one actually anticipated that this regime will collapse a few years later. And I was asked to talk about the experience of making such a book in an illiberal regime. For that reason, now we'll focus on this aspect and not about the other two, which I mentioned in the first part of the talk. The Hungarian illiberal regime invested vast resources into controlling intellectual life. The main technique was allocating resources to institutions which were willing to play along and eventually feed the regime with an air of intellectual background, and underfinance, sometimes even harass traditional research institutions, such as universities or the academic sciences. The Hungarian government also polarized society and cultural life to a hardly imaginable extent. And also the academic landscape split into two camps, very broadly speaking, liberal and an illiberal part. The traditional sites of research, despite grave underfinance, still had the prestige. However, they still had the international networks and have hosted the highest-ranked researchers. On the other hand, the academic or sometimes semi-academic or non-academic institutions openly supporting the government tended to be produce ideology-driven, sometimes openly propagandistic and very parochial narratives, but received considerable funding for that. The government very much used history and symbolic politics related to history to justify its politics. It created museums, exhibitions, it controlled very tightly what is taught in secondary schools, it produced monuments, a large amount of monuments, and they all very much were in line with this very parochial understanding of history, which kind of represented Hungary as an alone island in the vast ocean of enemy powers and practically Hungarians against the world. This is a very primitive understanding, of course, of anything, but this is how Orban, especially in the last years of his rule, actually played, and this is probably one of the reasons why he lost his power after those 16 years. Now, we produced the global history of Hungary by and for the liberal-minded academic and intellectual milieu and the readership. We had approximately 150-something authors, and every single person was affiliated with a traditional, let's say, liberal research institution, and approximately a third of them were abroad. The reception of the book was then unsurprisingly polarized. The broadly speaking liberal media, among them several varied online sites, a socialist paper, a liberal podcast, and whatever, reviewed the book very favorably. Also, the academic reviews were largely positive. Both the popular media and the academic journals welcomed the book as a project offering a refreshing perspective which suits our times. As a consequence, the book sold very well and was reprinted several times. The government-friendly intellectual milieu, including actually public TV, public broadcasters, public radio, perfectly ignored the book. I have encountered only one review in a very right-wing journal, which reviewed it, obviously in very negative terms, saying that it was unclear from which nation's perspective the book was written. This was meant to be a criticism, but I took it as a compliment. And it also called the concept out of touch with reality. A heated debate, such as in France, however, never took place, because the
because this very stark, very massive polarization of the cultural life actually kills debate. So these were debate-killing techniques. We were rather ignored and rather than challenged. As of April this year, the unexpected happened, however, and the illiberal regime collapsed. The new government itself represents a very broad coalition, and it has promised to dismantle this very polarizing politics. It has also terminated to claim a largely artificial opposition between Hungary and the European Union in political terms, and, or if you take it in intellectual terms, between the national and the transnational. This is quite promising, I believe and hope, and but we will see what will come out of this promise in practical terms. What we already know that the new government has promised to pluralize the history education in schools. Right now, teachers may hardly choose the textbooks they teach from, and a very uniform curriculum is enforced throughout the country. This shall change soon, and I hope that there will be several teachers in high schools who long for a less parochial view of history, and for them, the Global History of Hungary book project will, I hope, be suitable also for their students. Before painting a very rosy picture, however, coming from illiberal to liberal, coming from parochial to open-minded to cool, I would like to warn you that it is not that simple. And I would like to evoke a very personal memory of mine, if you allow, from my high school years. I went to high school in the late 1990s in Budapest, Hungary. This was the period when the country was just recovering from the shock of the transition from planned economy to capitalism, from a communist dictatorship to a plural democracy. And for a few years, I had a great history teacher. He was a young and very engaged person. And he did not give us the ordinary high school textbooks, but instead, he taught from a book series, which was a then brand new book series called Hungarians in Europe. This book series was authored by excellent first-class historians, and it practically taught the basics of West European and Hungarian history. It was the 1990s. Transnational history by that time did not really exist, or if it existed in the UK or in the US or here in France, it certainly did not exist in Hungary. Still, it was kind of transnational history avant le lettre, so before it was cool. And what was the point of teaching this book? Perhaps you are familiar with Milan Kundera, the famed Czech writer, who in the 1980s produced a very influential essay called A Kidnapped West. The concept of the Kidnapped West was the following. East Central Europe, including Poland, Czechoslovakia, and Hungary, have always belonged to the West. And then came the bloody Soviets and imposed their unwelcome rule, their unwelcome communist rule to this region, which was a detour from the normal course of events. And now, in 1990, we returned to the real place of us, which is the West. In this narrative, the Western Europe is absolutely unproblematic. In the 1990s, it was still before post-colonial debates actually took place or were received in Hungary or Poland or the Czech Republic. So the point of teaching to us high school students in the 1990s a transnational history was actually to prove that we always belong to the West. It was a transnational method employed for actually a nationalist reason, for a nationalist understanding of history. This memory of mine shall warn that transnational history itself is no Wunderwaffe. It will not solve problems which come from a parochial view of history. It may be true, it is certainly true, that illiberal regimes disapprove of global or transnational history. Yet this simply shall not blindfold us. Transnational history can be done. It is a very promising field. First, it shall be done on a high quality. Now, since
transnational and global became such a catchwords in the past few years that you hardly can win a project funding without having these words. Everyone in each project, in each paper, in each book just inserts these terms, and I have to say that the quality of transnational history writing has not necessarily improved by this phenomenon. And a second, perhaps more important, transnational history is not apolitical. It is not free from a political agenda. We may admit, certainly, that it aligns best with a broadly understood liberalism, but as I just indicated earlier, it may be also used to promote even a nationalist agenda, and for that reason, we need to be very careful when we do a transnational global history, and we always need to bear in mind that a political agenda is somewhere there behind, and we need to be careful with that, what these histories will be then used for by the politics. Thank you. Merci beaucoup à vous quatre. J'ai perçu, alors sur des terrains et des périodes très différents, bien sûr, par définition, deux thèmes transversaux qui me paraissent intéressants pour la discussion. Ce qui est revenu à plusieurs reprises, le premier, c'est la question du rapport à l'État, la place des États dans la manière de garantir et produire les conditions de la recherche et d'écriture de l'histoire, sur des questions de moyens, d'espace académique, d'infrastructures, et aussi, bien sûr, ce que vous mentionniez sur des possibilités de contrôle, de régulation, de restriction. Et donc, il est sûr que dans le contexte actuel, on vit dans un moment marqué par le retour d'une tendance à l'histoire officielle dans de très nombreux États, donc soit autoritaires, soit illibéraux, soit antidémocratiques, et qu'on aille de la Chine aux États-Unis, on sait qu'il y a une tentation très forte en fait, d'effacer ce qui ne convient pas ou ne rentre pas dans des versions simplifiées, appauvries, étriquées du récit national. Donc il y a des pluralités de situations, mais je pense que le moment politique et intellectuel que nous vivons, à une échelle transnationale, et c'est là que je rejoins tout à fait ce que disait Baline, c'est-à-dire qu'on a bien pris conscience qu'il existait une internationale réactionnaire qui n'a rien à envier à d'autres formes de courants politiques dans sa manière à se connecter à une échelle internationale, se pose vraiment une question même de pérennité et de faisabilité en fait, des conditions de la recherche, de son échange et de sa discussion. Le deuxième thème qui me paraît intéressant, c'est la tension entre conflit, polarisation, comme ça a été utilisé d'un côté, et la question de la réconciliation, ou de l'union, du partage qu'on évoquait hier. Et je m'interrogeais sur le fait de savoir si les histoires mondiales des nations devaient ou pas avoir pour objectif de restreindre la polarisation politique. Ne sont-elles pas aussi nécessaires pour acter, rendre compte, restituer des formes de polarisation anciennes et présentes qui, en fait, sont au cœur même des tensions démocratiques. Et on pourrait d'ailleurs imaginer que dans un cadre d'histoire officielle, contrôlée ou pas par des partis uniques ou pas uniques, en fait, cela se fait souvent au nom d'une volonté de pacification de la relation politique et sociale et d'élimination du conflit. Et je trouve que c'est une tension intéressante aussi parce qu'on peut avoir tendance à présenter ce type de mise en récit comme des formes d'union, de réconciliation, de partage de communs. C'est essentiel et sans doute c'est la soutenabilité même en fait, des pactes démocratiques qui est en jeu dans cette question. Et en même temps, il faut faire cette place à la polarisation, au conflit qu'on a vu dans les différentes interventions. Alors, j'aimerais d'abord vous relancer, peut-être Jean-Paul, sur cette question, notamment du rôle de l'État. Et en vous écoutant, j'avais l'impression qu'on avait l'impression d'un mouvement inverse entre, d'un côté, un surinvestissement politique dans la question des origines nationales, de longue date, mais plus encore depuis, on va dire, une vingtaine d'années, et de l'autre, une forme de, entre guillemets, désarmement des moyens attribués à la recherche, et notamment au travail des archéologues. C'est un peu votre grand combat depuis plusieurs décennies. Et je voulais savoir comment vous compreniez cette évolution contradictoire. Est-ce que vous y voyez d'abord un problème de crise des budgets publics, un problème de désintérêt, ou une forme d'intérêt bien compris
en fait, de restreindre les moyens, la place, la latitude des archéologues sur ces questions, notamment de fouilles, de chantiers et d'exploration. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir une certaine contradiction. Bon, quand on parle de pacte démocratique et de conflictualité, on suppose qu'on est tous une grande famille et qu'il n'y a pas des exploiteurs et des exploités, etc. Et justement, le roman national sert aussi à ça, en se souvenant que, si je prends le cas de la France, mais on pourrait prendre bien d'autres pays, nos ancêtres ne sont les Gaulois que depuis la Troisième République, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, des vaincus, décrits uniquement par les vainqueurs comme des brutes au fond des bois, ça fait pas envie. Donc les rois de France, ils descendaient d'un nommé Francion, réchappé de la guerre de Troie, qui est le plus vieux et plus prestigieux texte européen, et les nobles descendaient des conquérants francs. C'est bien que l'abbé Sieyès avait dit, puisqu'ils prétendent venir de Germanie, qu'ils y retournent, et c'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs, mais ils sont revenus en 1815. Et donc la Troisième République, comme elle se bâtit sur une défaite, ça rend Alésia acceptable. Par ailleurs, elle est en train de coloniser, justement. Donc, dans les manuels scolaires, le Lavis, en premier, tiré en des millions d'exemplaires, dit de même que les Romains nous ont civilisés, on est en train de civiliser les peuplades conquises. Et puis, elle se dit une et indivisible, ce qui veut dire que ça n'allait pas de soi. Et effectivement, il s'agit d'éradiquer toutes les différences régionales de manière jacobine, en se rappelant que sous la Révolution française, après le recensement de l'abbé Grégoire, il n'y a que 10% des Français, enfin des habitants du territoire français, qui se disent, qui parlent le français standard. Donc ça a été un travail de la Troisième République, assez bien connu, d'éradication des langues régionales, les écoliers punis s'ils les parlaient à la récréation, etc. Donc, en fait, ce récit national, il va être construit beaucoup plus de manière idéologique et pas du tout en se fondant sur des faits, sur la réalité. Et donc, ceux qui promeuvent le récit national et qu'on va voir au Puy du Fou ou ailleurs, Murmure de la Cité, dans la ville de Moulins l'été dernier, ils n'ont pas du tout besoin d'archéologie. Et quand justement nous, avec l'INRAP, on a fait une grande exposition sur les Gaulois en 2011-2012 au Musée des Sciences de la Villette, on l'avait appelé une exposition renversante parce qu'on renversait justement tous les clichés. Donc je pense que cette dichotomie, cette contradiction que je citais tout à l'heure Rachida Dati ou Eric Ciotti, c'est pas seulement les intérêts économiques qui seraient effectivement contraires à l'archéologie, même si c'est par ailleurs vrai, c'est le fait qu'on n'a pas du tout besoin de la réalité pour construire un récit national, et on peut sans doute le prouver dans beaucoup d'autres pays. Merci beaucoup, Jean-Paul. Je vais peut-être donner la parole à Audrey autour de cette question de la polarisation, parce qu'on voyait dans l'exemple du voyage de Senghor que, évidemment, ça n'était pas un moment de communion. En réalité, ça a montré des possibles distincts de la manière de penser, alors on pourrait dire l'identité martiniquaise, mais surtout de penser ces liens, soit historiques, culturels ou stratégiques, à la France, à l'État français, mais aussi au Sénégal, à l'Afrique. Et donc il y a beaucoup, à la fois comme le disait Jean-Paul, il y a beaucoup de réalité, puis il y a aussi beaucoup de choses imaginées et projetées, quoi. Et donc je voulais savoir, finalement, les différentes tendances du nationalisme martiniquais ou par extension antillais, sont-elles marquées par la volonté de produire une identité commune, ou sont-elles toujours et de plus en plus ou durablement traversées en fait par des options ou des alternatives potentiellement en compétition? Et puis je me posais la question aussi de savoir si ça recoupait des oppositions sociales, en fait. C'est-à-dire qu'on sentait, on imagine, peut-être je me trompe, mais il y a aussi la question des terrains sociaux qui sont derrière, dont on n'a pas tant parlé que ça, mais la vision qu'on a de l'histoire, elle est aussi inscrite, on l'a dit, dans les lieux, mais aussi dans
les formes de socialisation et les positions économiques préexistantes. Merci pour cette question. Alors c'est intéressant parce qu'à l'époque de la visite de Senghor, comme j'expliquais, il y a toutes ces oppositions, notamment d'une partie de la gauche locale, et une partie de ces pamphlets sont écrits par Philippe Pierre-Charles, qui est encore en vie, qui est un syndicaliste martiniquais important, et Vincent Placoli, qui lui est décédé, qui était un auteur, mais également un enseignant de lettres en Martinique, et l'ensemble des documents d'opposition à cette visite montrent bien l'existence de liens avec les syndiqués réprimés au Sénégal. Il y a vraiment des liens qui se font. On a, d'une part, ça pourrait presque donner l'impression, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça donne presque l'impression de, voilà, les deux anciens de Louis le Grand qui se retrouvent, voilà, Senghor, avait parmi ses meilleurs amis, Georges Pompidou, il a fait partie du gouvernement à la fin de la 4e République, enfin, ils sont dans cette espèce de monde-là, cosmopolite, la négritude, l'ensemble des festivals auxquels ils ont pu être invités, auxquels ils ont pu participer, et puis il y a ces militants de gauche martiniquaise qui, eux, ont d'autres réseaux dans la diaspora. Ce qui est intéressant, alors c'est complètement un hasard, la semaine dernière sur Facebook, parce que je suis encore sur Facebook, je lis un post du groupe Révolution Socialiste qui existe encore, qui publie toutes les semaines un bulletin sur l'actualité généralement, enfin à la fois locale et internationale, et fait mention dans le bulletin de cet événement d'il y a 50 ans, parce qu'une yole, qui est un bateau traditionnel de la Martinique, a été construite afin d'être offerte au Sénégal par les Martiniquais pour l'anniversaire de cette semaine sénégalaise en Martinique. Et là, le ton est complètement différent de celui des pamphlets d'il y a 50 ans. C'est-à-dire que là est célébré cette yole qui représente le fait d'avoir comblé en partie ce gouffre dont parle Édouard Glissant, ce gouffre dans l'Atlantique dans lequel ont été engloutis tellement des personnes réduites en esclavage. On parle de forme de continuité. Finalement, on célèbre une visite passée. Et on peut le lire de plein de manières différentes. On peut le lire à la fois pour une forme de, voilà, pour une peut-être plus grande sensibilité aujourd'hui à la démarche qui a pu être celle de Césaire sur le plan culturel, le fait de vouloir établir des liens qui ne soient pas que des liens qui passent par la France hexagonale. On peut aussi le lire à travers des formes de binarisation plus grande qui existe en Martinique comme ailleurs. On parlait de l'international autoritaire, il y a aussi une forme très très locale d'un rapport voilà, très simplificateur, écrasant à l'histoire. L'histoire est un terrain de lutte dans plein d'endroits. Au niveau local de la Martinique, c'est également le cas. Et en fait, dans un sens, l'ensemble des relations qui peuvent échapper à l'État français, c'est-à-dire aux colonisateurs, du point de vue, je dirais, est à célébrer, même s'il y a 50 ans, c'était condamné, avec en plus le phénomène de, voilà, c'était il y a longtemps, et finalement il y a une forme d'abaissement de la conflictualité avec le temps qui passe, on oublie qu'on était ennemis, et finalement on est un peu du même bord. Donc je pense qu'il y a un petit peu l'ensemble de ces éléments-là qui se jouent, et qui racontent aussi quelque chose de l'espace politique à la Martinique, où finalement ces divisions qui pouvaient exister au moment où il y avait des mouvements nationalistes qui demandaient, qui réclamaient l'indépendance de façon extrêmement explicite et pour lesquels Césaire n'allait pas assez loin, ne sont plus exactement dans ce type de configuration-là, tout en étant dans un rapport malgré tout extrêmement critique face à l'action de l'État en Martinique. Voilà, j'ai un peu des digressions, j'ai pas répondu directement. Je voudrais juste ajouter effectivement que par rapport, on peut tout à fait comprendre la position de la gauche quand Senghor arrive, parce qu'il y avait des gens qui mouraient dans les prisons de Senghor. J'ai un de mes camarades de fac, Omar Diop, qui a fini comme ça. Donc Senghor, effectivement, c'est l'académicien et tout, mais c'était un régime parfaitement autoritaire par ailleurs. Merci Jean-Paul. Abbès, je voulais peut-être vous pousser un peu sur l'histoire globale du Koweït, ce qui me semble que c'est quand même une accession remarquable, sauf si je me trompe, dans toutes les histoires mondiales qu'on a évoquées, c'est qu'elle est, si j'ai bien compris, appuyée, soutenue par un gouvernement. Ce qui pose la question de l'État, justement. Est-ce une exception? Je ne sais pas, on ne l'a pas forcément mentionné dans les divers
cas qu'on a. Et donc, quelle était, d'après vous, l'intention, l'expérience, l'effet recherché, et quel est votre retour d'expérience même sur ce type de travail? En réalité, je crois qu'il faut lire cette entreprise, en tout cas le succès, ou en tout cas la façon dont elle a été poussée, de deux manières. Alors, déjà, sur le plan historiographique, donc on est dans un pays, dans une région où l'obsession, ou en tout cas l'importance des origines, qui était évoquée tout à l'heure, est vraiment fondamentale. Donc avec une concurrence même régionale, régulière, l'archéologie étant un des instruments utilisés volontiers par les chercheuses et les chercheurs pour eh bien, aller plus loin, montrer que la nation, telle ou telle nation, s'inscrit dans une durée très longue, etc. Et donc ce projet s'inscrit aussi, puisque nous avons largement discuté avec des collègues sur place, si vous voulez, dans cette volonté de se situer et de disposer d'un outil qui permet de remonter dans les temps les plus anciens et de remonter le temps justement de manière à poser toute une série d'affirmations sur l'ancienneté d'un territoire et aussi son rôle important et clé dans les échanges culturels, commerciaux et culturels qui l'ont animé au fil des siècles. Donc, une dimension scientifique tout de même marquée, et puis une dimension politique effectivement. Là aussi, alors une volonté de, en tout cas d'un État, ou en tout cas de ses représentants, de mettre en avant des outils, ou un outil dans ce cas-là, qui pourrait être utilisé par l'ensemble donc des étudiants, des enseignants, utilisés de manière à disposer d'un outil voilà, simple. Donc c'est pour ça que nous avions pensé d'une part à l'inscrire dans une globalité, d'autre part à nous appuyer sur un certain nombre de documents, et les deux auteurs, donc Philippe Pétria et Julie Bonneric, ont réfléchi, discuté avec des collègues, des archéologues, des historiens, de manière à donc voilà, proposer une sorte de voilà, une histoire globale qui tienne compte des spécificités nationales, mais aussi qui s'inscrive, si vous voulez, dans une dimension mondiale. C'est pour cela que le rôle de l'État dans ce cas-là, donc il y a eu ensuite relecture, et enfin tout a été très aisé en réalité. Il n'y a pas eu de difficulté particulière. Donc la difficulté la plus importante a été celle de le traduire en bon arabe, en langue arabe, et de le publier. Mais ça nous renvoie en fait à nos représentations sur des pays qui finalement sont très largement des pays récents, où moi j'ai découvert, en tout cas j'ai constaté une ouverture en réalité aux idées et aux transmissions d'idées, enfin beaucoup plus importante que celle que j'avais lorsque je suis arrivé. Merci beaucoup. Et une dernière question avant de conclure cette table ronde. One last question for you, Balint. So I appreciated the fact that you also gave a personal tone to your presentation. So my question would be, do you plan one day or another to come back to a Hungarian institution to do research on this topic, or do you still need some time and wait and see for what will come in the next years? Well, so far the situation is the following. The Hungarian academic landscape is extremely underfinanced. So, and the Hungarian economy is not doing well at the moment. So the Hungarian academic landscape needs a few more years to get some more money. And this is the first precondition. In fact, in intellectual terms, it's doing quite okay if you compare to the conditions which prevail.
And a very large number of Hungarian historians are abroad, but both the abroad ones and both the ones who are in Hungary are actually very open to most of them are very open to transnational approaches. And since this book project had more than 150 authors, so most of the good Hungarian historians have played a role in the making of the book. So this means that there is an openness. The critical reception was overall very positive, and well, my own work is very much follows these lines. Whether this will be in Hungary or not, this is an open question yet, but certainly not now, because at the moment this is everything in flux. Now I have to also say that the new government needs to prove first that that it is not that it will do what it has promised, and because now it is practically unchallenged. And there are no barriers, no checks, and no balances, so anything can happen. So let's be a bit more cautious. Merci beaucoup, merci à nos 4 intervenants pour cette table ronde passionnante, et je vous donne rendez-vous cet après-midi à 14h.